C'est votre grand rendez-vous informatif sur la télévision parlementaire du Bénin. Bienvenue à ce magazine d'information. Voici l'essentiel en titre. Le personnel parlementaire féminin a été sensibilisé sur les risques liés aux différentes variétés du cancer, à savoir les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. C'était ce vendredi avec la Fondation Achak aux manettes. Pas question d'être transgenre. En Russie, la chambre basse du Parlement russe l'a clairement signifié ce vendredi. C'est à travers l'adoption d'une loi contre ces personnes, un texte qui suscite tout de même de vifs commentaires. Et dans la page magazine, nous entrons dans une réalité cyclique des apprenants du collège. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans un dilemme actuellement, celui de savoir la bonne série à choisir après l'obtention du BEPC. Saturne Djossou nous édifiera. Ce sera juste après la revue de presse de Latif Bonnet. Bienvenue à tous et à chacun. Vous le savez certainement et vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit donc des cancers du col de l'utérus, du sein et de la prostate. Eh bien, sachez que ces types de cancers font partie aujourd'hui des pathologies les plus nuisibles et pouvant conduire à la mort. Pour mieux informer les personnes à risque, la Fondation Achak a tenu une séance de sensibilisation avec les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. C'était ce vendredi au siège de l'institution. On fait le point avec Océane Amosso. Contribuer à une prise de conscience afin de permettre une prévention efficace des cancers les plus fréquents tels que les cancers du sein, de l'utérus et de la prostate. C'est l'objectif que vise la Fondation Achak qui organise depuis plusieurs mois déjà une campagne de sensibilisation sur ces maux les plus rongeurs. Aujourd'hui, ce sont les femmes fonctionnaires parlementaires qui sont à l'honneur. Ces différentes pathologies autour desquelles nous essayons d'échanger aujourd'hui sont des pathologies qui tuent lentement et farouchement la gente féminine. Donc ce thème revêt une importance très capitale parce que si nous n'avons pas l'information, si nous ne sommes pas sensibilisés, si nous ne communiquons pas autour de ces différentes pathologies, nous allons continuer toujours par mourir silencieusement. En priorité, il s'agit de sensibiliser les femmes à la nécessité de multiplier les visites chez le médecin gynécologue, même quand elles ont la ferme conviction que tout va bien. Pour le docteur Adjaï, c'est le premier grand pas à faire dans cette lutte. Le cancer, c'est une maladie dégénérative de nos tissus. D'accord, on a un sein, on a deux seins même, on a un col de l'utérus, on a une prostate et parfois, avec l'âge, cette glande dégénère. Elle se transforme et elle devient mauvaise au point qu'elle va tuer. Le cancer est une maladie qui tue. Le meilleur dépistage pour un diagnostic précoce, c'est d'aller voir son gynécologue. Je parle en tant que femme, le rappel, parce qu'à certaines fréquences, on fait ces examens-là. D'abord, on voit un professionnel de la santé qui, lui, arrive à détecter ou à voir s'il se passe des choses. Ensuite, on fait certains examens. Et quand tout ça est normal, hop, à nouveau, pendant 2 ans, on sait qu'on peut dormir sur nos lauriers. Cette séance d'échange va contribuer à lever plusieurs zones d'ombre sur ce sujet, selon les femmes fonctionnaires parlementaires. Ce que j'ai retenu de plus, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des dispositions, prendre soin de soi. Il y a un minimum à faire, un minimum de travail sur soi à faire. Faire attention à son hygiène de vie, faire du sport. Moi, par contre, j'aime bien. J'aime bien faire des tours chez mon gynécologue. Tout simplement parce que j'estime que je dois prendre soin de moi. Généralement, nous les femmes, on se néglige.
On s'occupe de tout le monde, des enfants, du père des enfants et tout ça. Et on ne se concentre pas trop sur nous, sur notre corps, on s'oublie. Et donc moi j'estime aller faire régulièrement des visites chez le gynécologue fait partie du soin que je me donne à moi-même. Être confronté à un cancer, c'est être face à un mal impitoyable auquel on n'a généralement pas de solution. Prévenir reste donc la clé. Et dans ce sens, plusieurs séances de dépistage gratuits sont prévues par cette fondation. Et cette question à présent, quelle est la qualité des services que l'on donne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou? Voilà en substance la question posée au gouvernement par les députés de la 9e législature. Une question orale avec débat de l'honorable Dakpe Sossou à laquelle le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a apporté des éléments de réponse. C'était la semaine écoulée. Le compte rendu de la séance plénière avec Latif Boni. La question orale de Dakpe Sossou adressée au gouvernement sur le centre hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga était inscrite au rôle au titre de la plénière du mercredi 21 juin 2023. À cette plénière, le ministre en charge des relations avec les institutions avait requis le report des débats et aussi la transformation de la question orale avec débat en communication du gouvernement, avec débat. Ce mercredi 12 juin, l'auteur adresse sa question à 9 volets, axé entre autres sur les réformes, les capacités, qualité des soins et d'accueil du CNHU Hubert Kutukumaga. Le gouvernement envisage-t-il augmenter la capacité d'accueil de cet hôpital? 3. Comment se réorganise la prise en charge des indigents? Comment s'opère la prise en charge sanitaire du personnel de ce centre, notamment les contractuels et occasionnels? À toutes ces préoccupations, le ministre de la Santé a donné des éléments de réponse mettant en avant les efforts qui ont changé le visage de l'hôpital Hubert Kutukumaga. Les réformes en cours au niveau du CNHU-HKM contribuent effectivement à l'amélioration des conditions logistiques d'hébergement. En effet, un changement remarquable est visible et perspectible dans l'hôtellerie médicale. La prise en charge des indigents respecte les directives de l'Agence nationale de protection sociale en lien avec l'Arche, notamment pour les pauvres extrêmes. Question 4. Le CNHU-HKM dispose en son sein d'une clinique universitaire de santé au travail et environnement qui s'occupe de la prise en charge sanitaire du personnel avec un accent particulier sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelles. Dakpe Sossou veut aussi des réponses sur la gestion des dialysés, sans oublier qu'il se demande ce que projette le gouvernement au sujet du management de l'hôpital de référence international en construction à Abomey-Calavi. Que le nouvel hôpital de référence d'Abomey-Calavi ne tombe dans les mêmes travers. Au-delà de ces questions précises, la communication a permis au gouvernement d'exposer aux élus ses projections dans le secteur de la santé. D'importants investissements ont été consentis par le gouvernement pour moderniser les centres de dialyse avec l'acquisition de 60 nouveaux générateurs de dialyse, dont 57 générateurs d'hémodialyse et 3 générateurs d'hémofiltration. Aujourd'hui, le gouvernement a adopté la communication qui permet de contractualiser avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris International en vue d'accompagner le gouvernement dans le processus d'ouverture et de suivi du centre hospitalier de Calavi pendant les 2 années qui vont suivre cette ouverture. Par ailleurs, l'équipe qui aura en charge la gestion de cet hôpital sera rigoureusement sélectionnée avec un cahier de charges garantissant une gestion optimale de ce joyau dont s'est doté notre pays.
Les élus ont été nombreux à réagir dans le débat qui a suivi la communication du gouvernement. Si certains ont axé leurs propos sur des insuffisances, d'autres ont félicité l'exécutif et son chef pour le chemin parcouru dans l'amélioration du système sanitaire béninois. Et vous l'avez remarqué à l'instant, au cours de cette séance plénière, les députés ont émis plusieurs avis et exposé plusieurs préoccupations face au gouvernement. D'un groupe parlementaire à un autre, les élus ont passé en revue les actions de l'exécutif dans le domaine de la santé au Bénin. Benjamin Mpati, ministre de la Santé, a de nouveau tenté d'expliquer et de rassurer. Suivez plutôt. Les dialysés meurent tous les jours dans notre pays. J'en ai perdu, il y a 2 mois, 2 dialysés. Comment un dialysé peut quitter le COSA dans ces conditions, venir faire dialyse à Cotonou, repartir, revenir, demander à un parent, un cultivateur, de dépenser 1 million de francs sur un dialysé, voire 200 000 francs par semaine. Mais parfois, ils demandent mais la mort, vaut mieux mourir que de vivre. Monsieur le ministre, rien n'est encore fait par rapport au dialysé. Pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et que dans un hôpital public de référence, le malade qui entre devait être pris en charge systématiquement. Or, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui dans cet hôpital dit de référence, devenu un mouroir pour les malades. Avant toute prise en charge, beaucoup de tracasseries liées aux formalités d'entrée est exigible aux patients. Pourquoi vous faites ça? Je voudrais juste leur dire que des efforts se font et que quand le système de la rupture est venu, il y a eu des milliards payés aux agents de la santé et que le nouvel hôpital est en train d'être construit à Calavi et qu'il faut reconnaître ça. Personne n'a dit que tout est parfait. Il reste à faire. Dans notre pays, tout est urgent. Même le président Talon sait que tout n'est pas parfait. Félicitons le gouvernement. Pourquoi les amis refusent de reconnaître ce qui est fait? Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas parfait. Nous avons tous des dialysés dans nos familles. J'en ai, vous en avez. Et nous souffrons de leur situation. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort incommensurable pour pouvoir mettre des appareils de dialyse ouverts, neufs, au niveau de ces hôpitaux pour déjà casser le coût de la dialyse. Quand on a des appareils ouverts, le coût des kits diminue et on diminue le coût déjà de la dialyse. La deuxième chose, nous visons loin, nous regardons de l'avant. Et c'est pour ça que le programme, pour pouvoir mettre en place l'autogreffe, c'est-à-dire que vous avez un cousin qui est compatible, le cousin vous donne un rein et on vous implante ça. Et avec ça, votre qualité de vie est améliorée. Vous ne serez plus dialysé tous les jours, toutes les semaines. Je suis surpris, très surpris d'apprendre qu'on manque de moniteurs, on manque de respirateurs. Au cours de la Covid-19, nous avons, excusez-moi du peu, il a été dit par les partenaires, c'est une occasion pour vous équiper. Et nous, nous sommes équipés. Et à la fin de la crise sanitaire, les équipements qui étaient là ont été redispatchés dans les hôpitaux. Et je suis surpris, très surpris, d'apprendre qu'il n'y a pas de respirateur, qu'il manque de moniteurs, des échographes. Je suis médecin. Pour ceux qui me connaissent, je suis gynécologue obstétricien. Mais j'ai honte. J'ai honte de ce qui se passait dans ce pays. J'ai honte du fait que des collègues rentraient dans l'hôpital, garaient leur véhicule, sortaient par une autre porte, prenaient un immédiat et allaient dans une clinique. Et les malades, nos chères populations venaient à l'hôpital et ne trouvaient aucun médecin. Lorsqu'on vient, on les oriente pour dire allez le voir dans telle clinique. Le gouvernement a pris la décision salutaire de suspendre pour le moment l'autorisation des exercices privés pour les agents du secteur public. Et nous l'assumons totalement.
Et juste après ces débats qui se sont déroulés au sein de l'hémicycle, la première session ordinaire de l'année 2023 a été clôturée. C'était le mercredi 12 juillet passé où le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a dressé le bilan de cette session ordinaire. Je vous propose de l'écouter. Dossier qu'on peut répartir en 3 volets. Il y a la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. Production législative. Au cours de la période de référence, l'Assemblée nationale a examiné en seconde délibération, en sa séance plénière du jeudi 12-22-2023, la loi 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Contrôle de l'action gouvernementale. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2023, l'Assemblée nationale a examiné 4 questions d'actualité, 2 questions orales sans débat et 1 question orale avec débat. En ce qui concerne les questions d'actualité, elles sont relatives, premièrement, au drame survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Deuxièmement, à l'explosion de la caserne de Tofo. Troisièmement, aux perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique. Quatrièmement, à l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées. En ce qui concerne les questions orales sans débat, elles sont relatives, premièrement, à la suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales. Deuxièmement, au tarif de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tinti dans la commune de Natitengu. En ce qui concerne la question orale avec débat, l'unique question orale avec débat que nous avons examinée au cours de cette session est celle relative à la qualité des prestations du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga et qui a fait l'objet d'une communication du gouvernement ce jour. Troisièmement, les autres activités. Et il faut dire que les députés russes, de leur côté, ont adopté une loi contre les personnes transgenres, je vous le disais en titre. C'était ce vendredi 14 juillet 2023 à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Cette loi interdit les transitions de ces personnes et bannit notamment leur droit d'adopter des enfants. Les détails avec nos confrères de la chaîne Euronews. En Russie, la répression s'accentue contre la communauté LGBT+. La Douma vient d'adopter une loi ultra-répressive à l'encontre des transgenres. Elle interdit toute intervention médicale pour changer de genre, l'annulation des mariages, l'interdiction d'avoir la garde d'enfants ou d'en adopter. Le pouvoir russe dit vouloir éliminer des comportements qu'il juge déviants et importés d'Occident. Которая сегодня противодействует тому, что происходит в Штатах, в Европе, и делает все для сохранения семьи, традиционных ценностей. Les modifications à l'état civil, les opérations chirurgicales et les traitements hormonaux étaient devenus accessibles en Russie après la chute de l'URSS. Ce retour en arrière inquiète les ONG. После принятия законопроекта суицидальные риски вырастут во много раз. И здесь мне больше всего страшнее за подростков, которым еще нет 18 лет, потому что они, испытывая дисфорию, находясь в непринимающей семье. Depuis 2013, une loi interdit déjà en Russie la propagande de relations sexuelles non traditionnelles. Fin 2022, cette loi a été élargie. Elle bannit désormais la propagande LGBT+, auprès de tous les publics, dans les médias et sur Internet.
Et en France, les députés ont écouté le gouvernement de leur pays sur diverses préoccupations. C'est à l'occasion d'une séance plénière dédiée aux questions au gouvernement tenues la semaine dernière. Entre autres sujets ont suscité l'intérêt des parlementaires français, la réaction du gouvernement face aux émeutes, mais également la qualité du système sanitaire en Guyane. Le récit des événements avec Latif Boni. Ce sont au total 28 questions que les élus ont adressées aux membres du gouvernement. Des questions dont certaines ont un lien direct avec la gestion des manifestations et des émeutes qui ont fait suite à la mort de Naël Marzouk le 27 juin dernier. Près de 24 000 feux sur la voie publique, plus de 12 000 véhicules incendiés, 2 500 bâtiments en flammes ou dégradés, plus de 7 000 policiers et gendarmes blessés. En Guyane, un homme innocent est mort. Des élus ont par ailleurs posé des préoccupations en lien aux violences urbaines en général. Les réseaux sociaux n'ont pas été du reste. Leur rôle dans les violences a fait objet de questions au ministre. Des membres du gouvernement interrogés entre autres aussi sur le système sanitaire français. Le cas du député David Riemann qui a voulu des réponses sur les difficultés spécifiques à la Guyane. La Guyane, plus précisément le centre hospitalier de Kourou, est face à une crise sociale depuis des semaines du fait d'un projet basé sur le CHRU mal ficelé qui met face à face des professionnels de santé dont nos populations ont un besoin vital. Monsieur le ministre, tout projet médical doit s'insérer dans une logique de coordination des structures hospitalières déjà existantes. Le projet de CHRU est une occasion inédite pour votre ministère de repenser l'offre de soins sur le territoire guyanais où chaque structure a sa place. On se retrouve au lieu de ça face à un hôpital en grève parce que des choix administratifs et économiques complètement inopportuns ont été actés sans prendre en compte ceux qui font tourner nos structures de soins, les soignants et les réalités liées à leur environnement. François Braun, le ministre français de la Santé qui a reconnu les difficultés particulières à Mayotte et à la Guyane, a rappelé les quelques avancées en matière de la gouvernance sanitaire avant de promettre rester dans la logique d'un dialogue sur le sujet. La Guyane bénéficie bien sûr des mesures d'ordre général et d'ailleurs il faut souligner que le nombre de médecins au cours de ces 10 dernières années a augmenté de 73% en Guyane alors que la population augmentait de 15%, ce qui montre aussi l'attractivité de ce territoire. La plénière a été suspendue pour être reprise quelque temps après au profit du projet de loi portant orientation et programmation du ministère de la Justice. Voilà, ainsi va l'actualité parlementaire dans le monde. Voici maintenant le deuxième grand acte de ce magazine d'information. Les députés béninois se retrouvent en séance plénière ce jour au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Ils vont poursuivre la mise en place des bureaux des commissions permanentes et la désignation des représentants de l'Assemblée nationale dans les parlements régionaux. C'est l'un des sujets ayant fait la une des médias ce jour. Voici la revue de presse avec Latif Boni. Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 17 juillet 2023. La presse nationale a justement choisi d'ouvrir la semaine avec en grande partie l'actualité parlementaire. Et c'est vrai que les élus sont à l'hémicycle ce jour. Le sujet est à la une du quotidien Le Pays émergent qui précise que la plénière a 2 points à l'ordre du jour. L'élection des secrétaires des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et la désignation des autres membres des représentants du Parlement du Bénin devant siéger dans les parlements régionaux et les autres institutions de la République. Nord-Sud Bénin nous rappelle que les postes que la décision DCC 23-215 du 13 juillet 2023 intime l'ordre de pouvoir avaient été restés vacants suite à la désapprobation du processus par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates qui ont, selon le journal, opposé un refus de siéger. Et au quotidien Bénin Intelligent d'avertir que les démocrates risquent l'exclusion. Mon confrère, qui est revenu sur la décision de la Cour constitutionnelle, fait remarquer d'abord que les 7 sages ont reconnu le droit des démocrates de ne pas se porter candidat à certains postes. La Cour dit alors que ce choix des élus de la minorité ne viole aucunement la Constitution. Sauf que Dorothée Sosa et ses pairs ont non seulement donné un délai à la représentation nationale pour pouvoir au poste vacant, mais aussi Bénin Intelligent
fait lire que les deux autres partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, sont invités à pourvoir au poste de secrétaire des commissions permanentes de l'Assemblée nationale si la minorité ne réagit pas. Et pour ceux qui se demandent comment vont réagir justement les élus démocrates, le député Kamel Ouassangari répond, je cite, « Nous ne sommes pas accrochés au poste ». Une position que rapporte le quotidien Gaskiani dans sa parution du jour. Mon confrère souligne que c'est avec surprise que l'élu dit avoir accueilli le verdict relatif au recours de son parti contre l'élection des représentants dans les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale et les parlements régionaux. Kamel Ouassangari qui confie que son parti s'attendait à avoir gain de cause. Gaskiani d'ajouter que les députés annoncent une rencontre de son groupe parlementaire pour voir la conduite à tenir. La presse nationale, presque dans son ensemble, s'est également intéressée à un autre événement parlementaire. Il s'agit de la première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Le quotidien La Primeur élève Luc Béounou-Vlavonou au rang des acteurs majeurs de l'implication politique des jeunes. L'auteur de l'article martèle en effet que c'est sous la houlette du président de l'Assemblée nationale que l'Organisation internationale de la francophonie et le Parlement béninois mettent la jeunesse en avant à travers cet événement qui démarre ce lundi 17 juillet pour prendre fin le dimanche 23 juillet prochain. Le leader du jour détaille que les participants à cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes sont une trentaine venus de la Mauritanie, du Tchad, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau et du Togo et qui seront repartis en deux commissions selon l'apparition. Deux commissions qui vont travailler à accoucher des résolutions sur des problématiques sous-régionales comme l'accès égal à l'éducation et l'extrémisme violent. L'importance des thèmes à aborder fait dire au quotidien le matin que l'implication des jeunes dans le processus politique est l'autre priorité de Luc Béounou-Vlavonou. L'agenda des jeunes parlementaires séduit également mes confrères du journal Le Potentiel qui voit dans l'orchestration la touche personnelle du président de l'Assemblée nationale. Terminons cette revue par les explications et les assurances du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier au sujet du 14 août 2023, date butoir de la réforme du titre foncier. L'événement précis relate que l'échéance qui s'amène entraîne une psychose chez les propriétaires terriens qui ne disposent pas d'un droit légal. La psychose a préoccupé les autorités à tel point que Victorien Koublenou a fait un point de presse le vendredi 14 juillet dernier. Concernant la crainte de voir les terres sans papier être versées à l'État, Victorien Koublenou déclare « L'État ne veut pas récupérer les terres des populations. » De quoi peut-être calmer la psychose et nous autres nous permettre de se dire sereinement à demain. À l'instant, la lecture croisée des parutions de ce jour avec Latif Boni que nous allons retrouver demain. Voici le troisième grand acte de ce magazine d'information. Choisir une série pour la suite de leurs études, c'est ce que doivent faire les candidats admis au brevet d'études du premier cycle, comme chaque année. De la pertinence du choix de série en second cycle dépend déjà la réussite du reste de leur cursus. Mais la grosse question est de savoir comment s'y prendre, surtout que l'on est généralement dans la fleur de l'âge à ces moments-là. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cet élément que nous propose Saturne Djossou. Le BEPC en poche. Objectif atteint pour ces candidats. Il faudra dès à présent faire un choix de série. Déjà, certains se fixent. Je fais la série A parce que je vais être journaliste. Je travaille dans les matières littéraires. La série A1 parce que je travaille très bien dans les matières littéraires. D'autres encore sont indécis. Je n'ai pas encore choisi la série que je vais faire. Je ne sais pas, parce que je vais dire à mes parents, ils vont choisir ça avec moi. Choisir une série, une véritable équation qui pourrait s'avérer fatale pour la suite du cursus si on ne sait pas s'y prendre. Une responsabilité trop lourde pour être laissée exclusivement à l'apprenant. Avis d'experts. Ce n'est pas le jeune qui doit détenir la clé de l'orientation,
C'est l'adulte qui lui a imposé les programmes, qui lui a imposé le nombre d'années de formation, qui lui a tout imposé. C'est à cet adulte-là, justement, de lui donner les clés d'orientation et de lui permettre d'avoir une bonne orientation. De façon classique, l'administration des collèges statue sur des choix déjà opérés par les apprenants et arbitre suivant des critères, renseigne l'inspecteur. En gros, on demande à l'enfant de faire une proposition de série. Il fait la proposition de série, peut-être ensemble avec ses parents et tout, et c'est le conseil de professeurs qui se réunit, le conseil de classe qui se réunit et pour dire, ben, parfois ça se limite au professeur principal, pour dire, bon, voici ce qu'il a choisi, est-ce qu'il a les notes qui lui permettent d'aller là? Et quand on le dit, on regarde, on dit, bon, il a 16 ici, il a 12 ici, bon, on va le passer là-bas, etc. Mais il y a un additif, parfois, des professeurs de mathématiques offusqués par des choix qu'on leur avait imposés par le passé. Certains profs de mathématiques viennent s'asseoir pour dire, nous allons regarder ça de près. Non, celui-là, il ne peut pas, il a eu 16, mais il ne peut pas aller en C. Faut-il alors se fier rien qu'aux résultats scolaires pour orienter un apprenant? C'est une question d'évaluation d'aptitude. Ce sont les aptitudes que l'on veut évaluer. Et là-dedans, il y a des compétences académiques et il y a également des compétences de vie. Tout compte fait, l'apprenant est le seul à subir les revers d'une mauvaise orientation. Pour s'en sortir, quelques repères. Le conseil que moi je vais leur donner, c'est de ne pas rechercher la facilité, mais c'est de faire le point dans les matières où ils savent qu'ils tiennent la route et demander maintenant les conseils des adultes sur ces matières et voir quelle série peut les arranger. Mais le mieux, c'est, quelle que soit la série que vous prenez, le mieux, c'est d'être apte au niveau de toutes les matières. À bon entendeur. Et on dira salut de notre côté. Merci à Satuné Diossou pour cette production. C'est sur ces notes que nous fermons les portes de cette grande session d'information sur Téléhémicycle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.